migrant, réfugié, déplacé, affamé, apeuré, sans papier, exilé, migrant, de Issa Watanabe. Alice repartit vers ses amis à grandes enjambées. C'est au moment où elle arrivait triomphante, sa feuille verte à la main, qu'elle marcha sur quelque chose. « Ma mère m'a dit qu'il fallait... » Ils entendirent très nettement le craquement de la coquille. Alice vit que Rachel et Amine ne bougeaient pas et la regardaient bizarrement. Elle baissa les yeux et très lentement souleva son pied. Alors elle se mit à hurler, se boucha les oreilles. On l'entendait dans tout le parc. La mère d'Alice accourut et se mit à genoux pour prendre sa fille dans ses bras. Elle se rendit vite compte qu'Alice ne s'était pas fait mal. « Alice, qu'est-ce que tu as fait ?» s'écria Rachel en levant les bras au ciel. « Tu l'as écrasée, on ne voit même plus sa tête !» observa Amine. « Maman, qu'est-ce que j'ai fait? C'est horrible !» La mère d'Alice passa la main dans les cheveux de sa fille. « Ce sont des choses qui arrivent. » Rachel sortit un paquet de Kleenex de sa poche. Elle avait toujours des Kleenex dans sa poche parce qu'elle était tout le temps enrhumée. Elle en déplia avec délicatesse pour le donner à son amie. « Tu sais, Alice, c'était un accident, dit Rachel. « Je l'ai tué. »« Ah ça, pour être mort, il est mort, dit Amine. »« Qu'est-ce qu'on peut faire, maman ?»« Il est mort de chez mort. »« C'est bon, Amine, on a compris, dit Rachel. »« Vous pourriez peut-être l'enterrer, lui faire une jolie tombe, proposa la mère d'Alice. »« Très bonne idée, s'écria Rachel. Elle se mit à faire des petits bonds sur place. « Oh oui, un enterrement, j'y ai jamais joué, renchérit Amine. » Quand les escargots vont au ciel, de Delphine Valette et Pierre-Emmanuel Liet. Au pied d'un navire imposant, un petit bateau de papier s'élance sur l'océan. Vogue-t-il sans capitaine? Où va-t-il? A-t-il seulement un but? Odyssée de Peter van den Ende. Voilà, c'était donc un court extrait des 3 ouvrages qui vont être débattus maintenant sur le plateau de la Plume démasquée. Et c'est à toi, Julien. Merci, Sophie. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur notre plateau de la Plume démasquée que je suis heureux et fier de présenter pour la première fois. Nous accueillons ce soir Charline Cueillas, qui est chef de rubrique culture au Monde des ados. Bonsoir. Nous accueillons aussi Anne-Laure Cognier, qui est éditrice. Éditrice dans quelle maison d'édition, Anne-Laure? Aux éditions de La Martinière et au Beau Livre. Voilà. Merci beaucoup. Et puis nous avons écouté les magnifiques lectures de Sophie de Ratulde, comédienne que je ne présente plus, qui a une très belle broche, je trouve. Et bien sûr, nous finirons ce rendez-vous avec l'inénarrable Camille Olivas, à qui je céderai la parole à la fin de l'émission. Alors, trois beaux livres, hein, 3 livres d'excellente qualité. Je ne sais pas par lequel commençons-nous, lequel voulez-vous débattre en premier? Peut-être Odyssée? Bien, allons-y.
Alors Odyssée, comme l'a très justement dit Sophie, c'est l'histoire d'un bateau en papier lancé sur les flots d'un grand océan. Et en fait, c'est à peu près tout ce qu'on sait lorsqu'on débute le livre. Parce qu'Odyssée, c'est un album qui ne comporte aucun texte. Et donc, c'est au lecteur d'imaginer l'histoire derrière les images, qui sont, comme vous avez pu le voir, des splendides illustrations en noir et blanc, de grandes planches. Et en fait, devant ces grandes planches de dessin, on se laisse porter, comme le petit bateau en papier. Et au cours du périple, on croise des créatures légendaires, des monstres marins, des paysages incroyables, des ennemis très dangereux. En fait, Odyssée, c'est une grande ode à l'aventure qui fait bien sûr écho aux aventures d'Ulysse dans l'Odyssée d'Homère, mais c'est surtout une ode à la rêverie. Moi, ça m'a fait écho à quand on est enfant et qu'on lance un bateau en papier. Bon, les miens étaient un peu ratés, mais ils voguaient malgré sur les flots, ou quand on lance un avion en papier et on imagine où est-ce qu'il va aller, est-ce qu'il va vivre de grandes aventures. C'est un livre pour tous les âges, parce que les petits vont suivre le bateau au fil des flots, et toute personne passionnée de dessin, et je pense notamment à des adolescents, vont aimer se plonger dedans, dans ces dessins en noir et blanc. C'est vraiment des illustrations de très grande taille, dont on a envie de se plonger dans les détails qui sont absolument incroyables. Et voilà, on rêve, on plonge vraiment dans ce livre, en fait, qui fait vraiment écho au mystère, à la puissance, à la richesse qu'ont les océans, que ce soit dans la mythologie, mais aussi dans la vraie vie. Et en fait, ce livre, il est particulier parce que son auteur est naturaliste. Il n'est pas spécialement illustrateur, même si quand on voit ses dessins, on peut pas douter de son talent de dessinateur. Il a mis 5 ans à écrire l'ouvrage. Et en fait, ces 5 ans, ce temps passé sur les dessins, ça se ressent. On voit cette minutie, on voit le détail qu'il a mis à créer un univers très onirique. Alors, on ne sait pas où on va, on ne sait pas s'il y a quelqu'un dans le bateau. Et en fait, c'est ça qui fait la beauté de l'histoire et qui, moi, personnellement, m'a beaucoup touchée. Voilà. Moi aussi, c'est vraiment un voyage extraordinaire. C'est une plongée à tous les sens du terme, puisqu'on voyage vraiment dans l'océan. Qu'en avez-vous pensé, Sophie ? J'ai trouvé ça effectivement fascinant et j'ai été très impressionné par la production en fait des images sans texte donc, et embarqué aussi. Et je trouvais aussi que ça faisait un peu écho. Rien à voir, mais que ça faisait aussi un peu écho à Migrants dans ces histoires d'épopée où on prend la mer, on brave les dangers, l'océan aussi, c'est terrible. Et puis finalement, il arrive quand même à bon port, il traverse la mer aussi, il arrive sur une terre qu'on peut supposer peut-être une terre d'accueil, on ne sait pas, mais il y a quand même aussi Il y a cette idée de retrouver quelqu'un. Alors, on ne sait pas où on va, mais peut-être qu'au bout, quelqu'un nous attend. Et c'est ça qui est très beau aussi lorsqu'on finit la lecture. Et pour finir, dans les références, je ne sais pas si ça vous a inspiré ça comme pour moi, un peu 20 milieux sous les mers aussi, au niveau de l'image et de... Complètement. Oui, c'est sûr qu'on pense vraiment au récit fantastique du 19e siècle. Il y a quelque chose de très ancré historiquement dans cet album. Moi, j'ai aussi pensé à un dessinateur australien qui s'appelle Sean Tan pour son univers très fantastique. Et voilà, je trouve qu'il y avait une filiation entre ces deux illustrateurs. Après, je me suis vraiment posé beaucoup de questions parce que là, on le prend comme un voyage imaginaire, fantastique, parce que il colle des éléments de réalité extrêmement différents, parfois un drôle de personnage, parfois un drôle de bateau, et donc on peut se dire il nous embarque sur quelque chose qui est complètement fictionnel, sauf que lorsqu'on regarde vraiment de très près, je me dis que c'est plutôt sa casquette de guide naturaliste qui reprend le dessus et qui fait que non, en réalité, il a juste dessiné de manière extrêmement précise et créé un collage, un patchwork d'éléments de la réalité, d'une érudition folle, parce que je pense qu'il faudrait mettre plein de cerveaux autour de la table et dans des domaines très différents. Voilà, il nous faudrait un spécialiste de biologie marine, il nous faudrait un spécialiste de l'architecture ou d'ingénierie navale, pour pouvoir faire le tour des références qu'il a mises dans le livre. Et ça, j'adore, parce que c'est vraiment une manière de nous embarquer
Exactement, ouais. Ouais. Et puis il y a eu, d'un point de vue graphique, j'ai trouvé qu'il y avait aussi énormément d'influences extrêmement diverses. Et il arrive en combinant toutes ces influences. Moi, j'ai pensé aussi à Mobius, par exemple. J'ai pensé aussi même à Gustave Doré, hein, tout simplement. Enfin, vraiment, c'est des anciennes, nouvelles. Et il arrive, lui, à trouver sa propre personnalité graphique. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Moi, je suis sûre qu'il y a le chat il y a Milton de Glaser dans ce livre. Du coup, chacun peut projeter ce qu'il veut. Pensez à Karel Čapek, le Tchèque. Oui. Mais oui, aussi. La guerre des salamandres, qui un univers aussi, un voyage fantastique, incroyable. Et puis la fragilité de ce bateau de papier qui est vraiment extrêmement touchante. Peut-être pouvons-nous passer, tout est dit pour ce film Odyssée? Moi, j'ajouterais que malgré cette érudition qu'on retrouve dans les dessins, il est quand même extrêmement accessible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de s'y connaître en dessin pour... moi, je suis une bille en dessin, je peux le dire. Et pourtant, je me suis vraiment laissée complètement embarquer. Alors oui, effectivement, on use des mots marins, mais parce que c'est ça, en fait. On n'a pas besoin forcément de saisir tout ce qui se passe pour apprécier cette lecture. Oui, c'est sa vraie élégance. Et du coup, on est dans l'émotion tout le temps. Enfin, dans la surprise, dans l'effroi, dans l'émerveillement. D'autant que j'ai juste appris que c'était son premier album. Et oui. Il avait mis 5 ans à le réaliser. Mais oui, je l'apprends aussi, en même temps que toi, Sophie. Il était naturaliste par ailleurs. Est-ce que nous passerions à Migrants, Sophie? Oui, faisons un pont. Faisons un pont. Avec Migrants, donc que je vous ai présenté. Donc, Migrants, la première chose, c'est son titre aussi, qui n'est pas désigné. On dit pas, c'est pas les migrants. Donc, on a un titre. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que un album avec un titre pareil, qu'est-ce que ça peut raconter, évoquer à des enfants en littérature jeunesse? Donc, ouvrons-le vite. Et à l'intérieur, effectivement, qu'est-ce que je découvre? Eh bien, un déplacement, bien sûr, et surtout la puissance. Enfin, que je me concentre. En fait, la première chose, c'est le déploiement d'un récit contemporain dramatique que j'ai lu comme une fresque. En fait, ça se déploie, ça se déplie, et on lit toute l'histoire, le langage se déplie à travers ce mouvement donné aussi constamment. Hein. Alors, il y a un noir très fort, très profond, très puissant qui nous indique qu'on est constamment dans la nuit, et le noir puissant permet aussi de faire ressortir tous les personnages animaux. Je les appelle les personnages animaux parce que ils ont tous quand même une petite valise, donc on comprend qu'il y a un déplacement. Et puis le fait qu'ils soient très colorés contraste en permanence avec ce noir, je rappelle, profond et puissant. Qu'est-ce que je voulais dire encore aussi? C'est que cette foule compacte donc avance, et puis on retrouve l'image de la mort aussi. Je trouvais aussi que cette mort, elle me faisait penser aussi aux représentations des morts mexicaines. Et puis parfois, il y a un visage qui se tourne vers elle. Et je me suis demandé, est-ce que c'est parce qu'ils sont un peu sauvés et que ça y est, c'est bon, il ou elle est passée, celui qui la regarde. Et puis, donc il y a vraiment une narration, un langage dramatique, je trouve aussi, puisque l'histoire est quand même... C'est-à-dire qu'on est dans le dramatique, mais on n'est pas non plus dans le tragique. Les couleurs sont finalement vives, éclatantes. Il n'y a pas de tristesse non plus. Et puis, qu'est-ce que je voulais encore vous dire aussi? Ah oui, que le bel oiseau, finalement, qu'on voit au début et qu'on retrouve à la fin, qui est un ibis bleu, symbolise aussi le passé, le futur, la vie, la mort. Donc on est vraiment dans une fresque. C'est une peinture, en fait. C'est une peinture. Et ça avance. En fait, le mouvement, il est dans l'image, dans la composition aussi. Et
justement, je rendais un petit hommage pour finir ma description à Anne Kévy, que j'avais rencontrée, qui est professeure d'illustration aux Beaux-Arts de Bruxelles et qui parle beaucoup du livre du livre territoire, du livre qui investit un territoire. Et le livre, il a une frontière, un cadre, des limites. Et voilà, je trouvais ça intéressant de l'adapter à ce livre qui est aussi dans un format. Finalement, chaque livre a un format qui lui est spécifique et qui permet, quand il est réussi, par exemple comme celui-ci, de s'inscrire vraiment dans l'histoire qu'il a envie de nous raconter. J'ai essayé de tout dire de ce que j'avais dans la tête, de tout ce que ça m'a fait, ce livre. Voilà. Et pour finir, même s'il n'a pas de texte et d'histoire, enfin de texte qu'on va raconter, puisque moi je suis lectrice à voix haute, je veux dire, il permet quand même le dialogue, il permet la parole, il permet l'échange, la question et la parole. Puis c'est très beau de toute façon d'avoir un album sans texte pour ces migrants auxquels on n'a pas accès, auxquels on peut pas tout à fait parler parce qu'ils n'ont pas la même langue. Enfin, voilà, c'est l'indifférence aussi qui recouvre, l'absence de mots, et je trouve assez révélatrice. Alors moi, il y a une page que j'adore, si tu peux la montrer, c'est celle où la mort rencontre l'ours blanc. Parce qu'en fait, alors oui, il y a un chemin, il se passe des tas de choses et on comprend très bien la quête des migrants, mais en même temps, cette image-là, elle est complètement en dehors de tout le processus et de tout le cheminement. Et je l'aime beaucoup parce qu'en fait, je trouve qu'Issa Watanabe, donc elle est péruvienne, si j'ai bien compris. Oui. Et ce que j'aime beaucoup dans son travail, c'est que elle, en même temps, c'est d'une maîtrise technique, c'est d'une maîtrise narrative incroyable. Mais, et comme pour Odyssée précédemment, on est beaucoup dans l'émotion. Et à mon avis, elle construit ses images sur des petites choses. Peut-être que le châle de la mort, c'est le châle de sa grand-mère. Peut-être que là, cet animal de l'ours, il représente autre chose pour elle. Et ça, j'aime beaucoup parce que du coup, on est au cœur de la sensibilité et c'est pas si, comment expliquer ? C'est pas si maîtrisé que ça. C'est pas, sinon ce serait juste froid. Or là, ça l'est pas. Et moi, je vais pouvoir plonger dans l'histoire en me disant, tiens, ce petit bout de tissu, il est passé de tel animal à tel autre. Ah, mais cet enfant, mais qui n'a pas de parents, mais il est passé dans tous les bras de la compagnie. Ah, c'est aussi celui qui arrive au bout du périple et qui arrive le premier vers la terre promise. Et ça, je trouve que c'est malin. C'est bien fait, c'est très silencieux, c'est très en deçà. C'est chouette. Moi, ce que je trouve, pour revenir au côté sans texte, ce que j'aime beaucoup dans l'album, c'est que c'est comme s'il nous montrait l'indicible. C'est-à-dire que il fait écho à une actualité où en fait les mots n'ont plus l'air de faire effet et où on voit des images terribles. Et l'album, il nous raconte ces histoires-là, mais sans être terrible. Et sans mots. Et je trouve que c'est ça qui fait sa force. Et le petit détail que j'aime beaucoup aussi, c'est que tout au long de leur périple, donc on voit comme une fresque, les arbres sont morts, les arbres n'ont pas de fleurs. Sur la fin, les arbres ont refleuri, mais il fait toujours nuit. Et ça, j'ai trouvé que c'était une subtilité très belle parce que on le sait, ce n'est pas parce qu'ils arrivent qu'ils sont au bout de leur nuit. Et ça, j'ai trouvé ça pareil, très subtil et très émouvant. Et je trouve aussi que c'est dans ces petites choses que se dissimule l'émotion. C'est un livre, voilà, où chacun va prendre un petit bout et c'est là que ça va faire écho à une actualité qui nous a marqué, qui nous a bouleversé. Et j'ai trouvé que c'était en ça qu'il était vraiment puissant. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'on puisse... Enfin, moi, je me suis pleinement reconnu dans ces animaux. Ils sont tous divers, ils sont tous variés. Et je me suis pas dit, tiens, il y a les migrants et il y a moi. Je me suis imaginé faisant partie de ce groupe-là. C'est comme une arche de Noé. C'est une humanité qui avance, quoi. Et ça m'a vraiment touché. Et cette diversité-là. Voilà. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une très très belle façon pour les petits d'appréhender ce problème quand même particulièrement violent, particulièrement dur. Hein, mais de l'aborder avec douceur, et avec tendresse presque. Hein, et le personnage de la mort est toujours très doux, très. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la mort dans les albums. Je veux dire, cette image-là du crâne avec habillé. Alors il y a quelques albums très célèbres qui ont scandé, on peut dire, l'édition jeunesse. Bon, voilà, on va pas les énumérer maintenant, mais ça fait du bien de la revoir.
Voilà, et puis c'est pas moralisateur, quoi. Ça fait du Ah non. bien, et c'est vraiment une façon d'aborder un problème politique qui est particulièrement à vif en ce moment, d'une façon très douce et très belle. C'était bien de rappeler la douceur, et j'ai beaucoup apprécié ce que vous en avez dit. Et je voulais juste avant de finir sur l'ours blanc. Donc, on le retrouve aussi. C'est lui qui tourne la tête, mais on voit plus la mort dans l'image. Il n'y a plus que l'ibis bleu. Donc en fait, il y a plein de choses à raconter. En fait, il y a plein de choses aussi que je découvre au fur et à mesure avec vous là. Et justement sur l'indicible aussi, Exactement, voilà, ouais. vous avez dit. Ouais. Voilà, il arrive à nous faire parvenir une multitude de choses incroyables. Mais il va falloir passer au prochain livre, figurez-vous, parce que le compteur tourne, l'heure avance, et nous allons passer donc à Quand les escargots vont au ciel, je crois, Anne-Laure, c'est ça? Oui, donc une petite thématique sur la mort qui continue, n'est-ce pas? Tout simplement. Un lien comme un autre, allons-y gaiement. Non, en fait, voilà, peut-être juste avant de parler du livre lui-même, ce que je tenais à dire, c'est qu'il s'inscrit dans un cadre un petit peu plus large, qui est le lancement d'une collection au Seuil Jeunesse. Alors, le lancement d'une collection, c'est toujours un moment un petit peu périlleux. Pour l'éditeur, c'est un risque, mais pour les lecteurs, c'est toujours bénéfique, parce que c'est un nouvel espace de lecture qui s'ouvre pour eux. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, en tant que lectrice, moi, j'y suis extrêmement sensible, parce que je me dis, ah tiens, il y a quelqu'un qui arrive et qui va proposer autre chose. Et généralement, ce sont des textes ou des images qui ne trouvent pas leur place ailleurs. Donc pour le lecteur, c'est généralement une aubaine. Et là, en l'occurrence, j'imagine que les textes qui sont dans cette collection n'auraient pas pu figurer aujourd'hui dans des albums, parce qu'ils sont un petit peu trop longs, parce que les albums bavards en ce moment, c'est pas la tendance. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Et je trouve que l'écrin de la collection est très joliment réussi. Voilà, ça emprunte clairement au code du roman adulte, très arty pour le dire comme ça, avec cette jaquette qu'on peut déplier, transformer en affiche. Voilà, je trouve l'objet très joli. Je trouve aussi que ça met bien en valeur les compétences du Seuil, notamment par rapport à la question graphique et la question des illustrateurs. Donc là, c'est Pierre-Emmanuel Liet, dont j'aime beaucoup les illustrations, qui est, je pense, un garçon absolument passionnant à suivre. L'autre dans la collection dont on parlera pas, c'est Gaëtan Dorémus, qui est un des illustrateurs piliers du Seuil Jeunesse et qui est là depuis le début. Donc voilà, je trouve qu'il y a quelque chose là qui se passe et qui est une bonne chose pour le lecteur. Alors pour en venir à ce livre-là précisément qui a été retenu pour l'émission, donc c'est l'histoire d'un escargot qui malheureusement trépasse, comme l'a si bien lu Sophie tout à l'heure. Donc voilà, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la manière dont ces trois enfants vont jouer au rituel des funérailles. Alors, ils sont de confessions différentes. Juste pour resituer l'action, ce sont trois enfants qui se retrouvent dans un jardin public, dites-moi si je me trompe. On sent qu'il y a peut-être, alors deux très bonnes copines se retrouvent et un garçon qu'elles connaissent un peu moins, mais qui semble attiré par l'une d'elles. Et elles vont finir par jouer ensemble et tomber sur un escargot. Ils vont dire, tiens, on va organiser une course d'escargot. Nous, intéressant, une course d'escargot, on va faire. Elle va chercher, je sais plus ce qu'elle va chercher, une petite fille, et revient, et c'est l'épisode. C'est le drame. Tu nous as lu, Sophie, l'épisode de la petite fille écrase l'escargot, et là, comment faire? On va enterrer l'escargot. Et alors, voilà, c'est le début, c'est la mort de cet escargot qui est racontée. Excuse-moi, Anne-Laure, de te couper. Non, il faut redire un petit peu tout cheminement. Et en fait, c'est ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il y a les questions qui se posent sur les funérailles, comme ils sont tous les trois de confessions très différentes, comme on l'aura compris avec les prénoms Amine, Rachel et Alice. Voilà, ça c'est le cœur du livre, mais l'autre intrigue, et c'est celle qui, je trouve, donne beaucoup de fraîcheur et vient un petit peu complexifier la question de l'enterrement, c'est leur rapport entre eux. Et c'est les questions d'attirance, et c'est peut-être cette histoire d'amour qui commence, mais que quand même, on ne sait pas trop. Et puis voilà, ces questions filles-garçons qui sont tellement compliquées qu'ils restent toute la vie. Voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est la manière dont plusieurs petites choses de positionnement, de placement, de réflexion, de questions viennent se tricoter les unes avec les autres. Voilà, je trouve que c'est plutôt un très joli
Très joli texte, très joli objet. Et une façon aussi très ludique et très belle d'aborder un sujet assez grave, encore à vif, avec la religion. Oui, Sophie? Oui, non, pardon? Moi, c'était juste rapidement pour dire que personnellement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, et même ce que j'ai préféré, c'est qu'il met en scène quelque chose qu'on voit souvent pour le magazine Le Monde des ados pour lequel je travaille, c'est ce que retiennent les enfants de ce qui les entoure. Là, ils sont un petit peu plus jeunes que des adolescents, mais je vous assure, quand on voit des sixièmes et qu'on leur demande de parler de religion, etc., on voit qu'en fait, ils sont très sensibles au monde qui les entoure, ils sont très conscients de quelle religion à la maison, mais par contre, ce qu'ils en retiennent et comment ils l'interprètent, ça donne lieu des fois à effectivement des déclarations assez cocasses. Et c'est ça qui est drôle dans le livre, en fait. Ils pourraient parler de religion, mais finalement, ça pourrait être de la cuisine, de la politique ou un autre sujet. C'est qu'ils font à leur sauce, et c'est ça qui est très rigolo. Savoureux, ils font leur cuisine. C'est exactement ça. Oui, du coup, ça reste toujours très touchant et très émouvant parce qu'on reste quand même dans le monde de l'enfance malgré ces grandes questions qu'on se pose toujours, même très petit, la mort, la vie. Mais on reste. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'est très juste aussi. On est vraiment dans l'authenticité de ce qu'on est à ce moment-là, à cet âge-là, et on a tous essayé un jour, je sais pas, de peut-être pas forcément d'enterrer un escargot, mais d'être dans ces mises en scène aussi. Ouais. Et ce que vous disiez, au sujet du monde. Oui. Comme on devine, quoi. Comme ce qu'on en perçoit, on retient un peu ce à quoi on est le plus sensible, et puis on le ressort avec sa compréhension d'enfant. Et je trouve que vraiment, c'est très bien écrit à ce niveau-là. C'est qu'on se dit, ah oui, tiens, moi aussi j'ai cru que... Et ça, quand on est adulte, c'est drôle. Mais je pense que quand on est enfant et qu'on le lit, on s'y reconnaît. Et je trouve que qu'il y ait ces deux niveaux de lecture-là, c'est quand même fort. Ouais, chapeau à l'auteur, oui. Eh bien, nous arrivons près de la fin de cette émission. Je vais laisser la parole à la tourneboulante Camille Olivas. Et merci Julien, je vais prendre la parole pour Kiboukin, vous savez, moi je suis là vraiment que pour ça. C'est-à-dire que voilà, je vous écoute parler de vos bouquins et tout, et après mon objectif c'est vraiment de synthétiser tout ce que vous avez dit dans des formules courtes, dans des labels qui vont pouvoir ensuite exprimer sur Kiboukin, notre plateforme de prescription littéraire, en un instant, en un clin d'œil, l'ambiance globale qui ressort de ces 3 bouquins que vous avez choisi de présenter aujourd'hui. Du coup, je vais commencer avec le dernier qu'on a présenté, Quand les escargots vont au ciel, qui aurait aussi très bien pu s'appeler Monothéisme, Rite mortuaire et Gastéropode. Donc voilà, c'est un petit roman pour les jeunes lecteurs qui a beau parler de mort et de religion est vraiment drôle, comme vous l'avez dit. Voilà, c'est-à-dire que l'autrice a vraiment réussi à dépeindre ces trucs de l'enfance, de jeux d'enfance et d'amitié complètement improvisée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ces moments quand on était gosse et on commençait à être amis avec n'importe qui et on inventait des jeux avec n'importe quoi, comme par exemple des cadavres d'animaux. Et voilà. Et l'autrice a vraiment réussi à capter l'essence de ce mécanisme-là et à le mettre dans ce livre qui est à la fois drôle, intelligent et extrêmement juste sur tous les sujets qu'il aborde. Ensuite, je vais passer à Migrant. Je veux bien que tu me le passes, Sophie. Migrant, qui est donc un livre sans texte sur les migrants. Voilà, moi j'aurais voulu qu'il fasse un livre sans papier, mais je suis pas sûre que ça aurait marché. Bref. Déjà qu'on fait un salon sans salon. Donc c'est effectivement, comme vous l'avez dit, l'album a beau être muet, il est incroyablement éloquent. Effectivement, il y a qu'à voir simplement le jeu de contraste entre les couleurs vives et l'omniprésence de la mort pour se prendre dans la figure toute l'expressivité de cet album qui se passe très très largement de texte, quoi. Voilà, vous connaissez certainement l'adage controversé, un dessin vaut 1000 mots. Voilà, je trouve que cet album c'en est une très très belle illustration. Donc c'est un formidable album qu'on conseille à tout le monde, aux mi-grands comme aux mi-petits. Et je vais terminer avec Odyssée, le premier album qu'on a chroniqué aujourd'hui. Merci. Voilà, là c'est encore un album muet, ça c'est quand même une sacrée coïncidence qu'on ait 2 albums muets, il y en a pas autant que ça d'habitude. Et voilà. Donc pas de texte, mais là encore clairement le manque ne se fait absolument pas ressentir, tant c'est magnifique, admirable, c'est captivant, c'est fascinant, c'est d'un imaginaire débordant, c'est grouillant de détails, c'est magnétique. Voilà, effectivement, comme tu l'as dit, Charline,
Il a fallu plus de 5 ans à l'auteur pour réaliser cet ouvrage et franchement, a priori, il vous faudra aussi plus de 5 ans pour le lire, tant les détails à explorer sont richissimes. Voilà, donc allez-y, profitez-en, pour une fois qu'on vous encourage à vous laisser mener en bateau. Merci Camille, merci beaucoup. Et merci à vous quatre pour cette émission de La Plume démasquée. Il est temps pour moi de vous dire au revoir, enfin de vous dire à demain, et de vous souhaiter une bonne soirée, bien au chaud, en mitoflé, chez vous. Profitez-en pour lire un bon livre, hein, peut-être, pourquoi pas. Et voilà, je vous dis à demain.